Alors, je vais essentiellement proposer quelques éléments relevant d'une approche plus institutionnelle. Certains pourraient dire quelques aspects du dispositif au sens foucaldien ou d'Agamben. Alors, on a quelque part un système hérité, c'est le fameux concept de dépendance au sentier emprunté que l'on utilise en économie et en politique publique. Et donc, je ne vais pas remonter jusqu'à la paix de Westphalie, mais la paix des religions a été, depuis la réforme, un souci des décideurs politiques. Alors, ça peut être soit en éradiquant et convertissant de force les minorités, on ne va pas rappeler les dragonnades de Villars de sinistre mémoire, mais Lady de Nantes, qui n'était pas la cousine de Lady Châteauret, je tiens à le préciser, donc Lady de Nantes contient toute une série de dispositions qui visent à éviter des perturbations, des troubles, des tensions, donc il ne s'agit pas d'aller perturber le déroulement ni du culte de ce qu'on appelait le RPR, enfin la RPR in casu, la religion prétendument réformée par des catholiques, ni pas de prêche non plus protestants dans les lieux de culte catholiques. L'édit de tolérance qui nous concerne plus, puisqu'à l'époque nous étions autrichiens, donc là je renvoie notamment aux travaux de notre excellente collègue Laurence Druet, cet édit de tolérance prévoit que, mais j'ai vu qu'il y a quelques petites fautes de frappe, désolé, mais il ne fallait pas quand même que les temples aient l'apparence d'une église, tout comme à une époque en Belgique, l'emballage des pots de margarine devait se différencier de ceux du beurre pour ceux qui auraient confondu. Et donc toujours cette idée de, pour vivre heureux, vivons séparés quelque part, et très présent également dans les articles catholiques, les articles organiques de la loi de 1802. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors d'édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes, donc pas de procession qui pourrait être un petit peu le chiffon rouge devant d'autres communautés, mais quand on voit ce qui se passe avec certaines marches orangistes en Irlande du Nord, dans certains quartiers catholiques, on voit ce qu'il en est. Le même temple ne pourrait être consacré qu'à un même culte, et donc là on est en train de basculer complètement, si vous lisez le dernier rapport de l'Église catholique, on parle de culte partagé avec d'autres églises chrétiennes, et aussi, bon, je passe sur d'autres éléments, mais pas d'inculpation directe, ni contre les personnes, ni contre les autres cultes organisés par l'État. Donc on est vraiment dans l'optique de la paix des religions. Et c'est là qu'il y a deux grands concepts qui marquent tant l'évolution des politiques en Belgique qu'en France, avec des décalages dans le temps, du temps de ce bon vieux Napoléon. Je souscris tout à fait à ce que Jack MacDonald disait dans Ridley Scott, on oublie cette dimension cultuelle quant aux scènes de bataille, surtout sa messe de classe. Mais donc, c'est l'encadrement moral de la population reposant sur une morale fondée sur la religion légitime et l'obéissance à Dieu et aux autorités. Donc tout ça a été conceptualisé notamment par Bobéro et puis Bobéro et Milot. Et donc, une application, c'est le Concordat 1801, la législation subséquente et le cadre de la reconnaissance des cultes en Belgique en 1831. Donc ça, c'est situation au XIXe siècle. Si on regarde la situation actuelle, le cadre dans lequel s'inscrivent les politiques publiques contemporaines, c'est, et là je cite le Conseil de l'Europe sur la cohésion sociale, la diversité culturelle, la capacité d'une société à garantir le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités, en évitant les polarisations, et donc une société cohésive est une communauté solidaire d'individus libres poursuivant ses objectifs communs par des moyens démocratiques. On peut faire un parallèle avec le troisième seuil de laïcisation, toujours de Bobéro et Milot, et c'est quelque part la base explicite ou non de la plupart des politiques contemporaines. Alors, ces travaux du Conseil de l'Europe ont été accompagnés d'un important travail sur la diversité religieuse, notamment, et c'est au niveau local en particulier, dans le cadre du Conseil des pouvoirs locaux et religieux, et régionaux, lapsus, du Conseil de l'Europe, où on a beaucoup travaillé sur le dialogue religieux et interconfessionnel, avec une charte des bons principes, ce qui a débouché sur, d'une part, des ouvrages de Jacques Pallard, auxquels j'ai eu
le plaisir de participer, mais aussi une réflexion de fond sur la place du religieux dans nos sociétés de notre éminent collègue Jean-Paul Willem. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est les dimensions territoriales, toute une série de travaux sur les dieux dans la ville, mais après tout, quid de la ruralité. On parlait de petites communautés des s'éveille. Il y avait aussi, si je ne me trompe, à la télévision canadienne, une série il y a quelques années qui était La petite mosquée dans la prairie. Donc, on a aussi une très très grande diversité. Alors, Napoléon, ce que Ridley Scott a oublié, entre autres, Napoléon est quelqu'un de pragmatique. Pragmatique parfois jusque dans l'horreur, pour être pire avec le rétablissement de l'esclavage, mais on pourrait aussi parler du décret infâme où, après avoir émancipé les Juifs, il revient de l'autre côté pour éviter des pogroms en Alsace, dit-il. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin bon, voilà. Et donc, la paix civile, avec cette civilisation paroissiale, qui est toujours à la base des dispositifs existants en Belgique actuellement, donc une communauté homogène qui se rassemble dans un lieu de culte avec un ministre du culte. Et les religions sont, comme le disait Jack MacDonald, plus ou moins traitées sur le même pied à quelques nuances près. Et puis voilà. Bon. Et donc les cultes sont reconnus pour l'utilité sociale que j'ai évoquée. La cohabitation des communautés locales est organisée sur des principes plus ou moins proches, mais toujours bien séparés. Et donc il y a cette obéissance à Dieu et aux autorités. On fait prier pour le consul, on fait prier pour l'empereur. On dit notamment, on demande au rabbin d'expliquer que quand on fait son service militaire, on met les règles cachères de côté parce que pour utiliser la cartouche qui est dans du papier gras, voilà, il faut bien surmonter ça. Mais on a aussi toute une dimension de police des religions que Boudon notamment a largement développée, mais qui est très très bien résumée par les propos de Lebeau, qui fut ministre de l'Intérieur en Belgique au milieu du XIXe siècle, qui a dit « un curé vaut 100 gendarmes ». Alors, cette obéissance à Dieu aux autorités, on pourrait aussi, de notre côté, remonter à Luther et à ses propos au moment de la guerre des paysans, peut-être, mais aussi par rapport à cet aspect territorial renvoyé aux travaux de Domslo sur la ville au moment de la révolution industrielle, avec toutes ces communes qui se créent. Eh bien, en Belgique, des communes, certes, mais surtout beaucoup de nouvelles paroisses. Un curé vaut 100 gendarmes. Alors, si on se place dans la situation actuelle, ce troisième seuil de laïcisation de Bobéro dont j'ai parlé, avec caractéristiques, la religion comme ressource culturelle, les références identitaires, ce qu'il appelle aussi un pluralisme ordonné, mais tout ça avec le maintien des instruments de l'époque napoléonienne, je dirais, malgré les nouveaux cultes. Et donc, ce système a permis la reconnaissance des nouveaux cultes. Je ne vais pas remonter jusqu'au culte anglican aux années 1870, mais c'était un siècle plus tard la reconnaissance du culte islamique, la reconnaissance du culte orthodoxe, et même le courant libre-penseur, donc la laïcité organisée, qui a été reconnu quelque part sur le même modèle que les fabriques d'églises catholiques. Donc, même au sein des cultes plus anciens, protestants, devenus protestants évangéliques, culte anglican, culte orthodoxe, des nouvelles communautés au sein même des cultes existants. Alors, derrière ça, il y a eu aussi certains courants qui ne souhaitent pas être reconnus pour des raisons théologiques. On peut penser, par exemple, à nos amis baptistes. On peut penser à des cultes qui n'ont pas trop envie d'avoir, disons-le, un imam désigné par le pouvoir public belge et qui préfère celui envoyé par la Dianette, ou, comme l'avait relevé un de mes étudiants ici à la faculté il y a quelques années, suite à une enquête dans certains milieux évangéliques, et où les communautés concernées avaient peur que s'ils demandent une reconnaissance et s'ils acceptent que le pasteur soit financé par les pouvoirs publics belges, il n'est à un moment donné à faire la promotion de l'homosexualité et de l'avortement, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais donc, l'idée derrière tout ça, c'est que si un courant, une communauté philosophique est reconnue, donc on parle là de reconnaissance administrative, eh bien, pour les adhérents, pour les fidèles de cette communauté, il y a une reconnaissance symbolique. Donc là, je ne vais pas renvoyer à tous les travaux, notamment de Honnête.
C'est ce qu'on appelle une maisonnette, mais enfin passons. Okay, mais dans le système, il n'y a aucune dimension interconvictionnelle dans ce dispositif territorial qui reste la base du système. Et ce que l'on voit aussi depuis quelques années, enclenché par la dimension secte à la fin des années 90, mais aussi par le culte islamique, disons-le, c'est le retour de cette dimension sécuritaire qui avait été mise de côté pendant longtemps. Et donc, toute la question, c'est est-ce que cette diversité culturelle est un atout par tout ce qui a notamment été évoqué par Olivier Abel et ce qui est la voie qu'espère quelque part le Conseil de l'Europe dans ses travaux, ou est-ce qu'on est dans une situation d'absence de dialogue, chacun pense détenir la vérité absolue, bon, parfois, pourquoi pas, mais surtout veut la poser aux autres. Et donc là, on passe dans une situation où la religion n'est plus une ressource que l'on peut partager, mais pour reprendre les mots de Daniel Friolégé aux Semaines sociales de France il y a quelques années, à ce moment-là, la religion peut devenir un danger public. Et donc, cette polarisation présente des risques. Alors, pour faire parler les chiffres, pour les entendre en confession, si on veut, j'ai repris le Who Gets What, When and How de ce bon vieux Lasswell de 1936. Et donc ça, c'est le fruit d'une longue recherche qui s'est terminée par cette thèse de doctorat à Liège. Et donc c'est l'évolution du financement des cultes. Et donc, des financements des cultes et des communautés convictionnelles, entendus comme les moyens qui sont affectés à l'assistance religieuse et morale, donc les organes représentatifs, le CACP pour les protestants, les communautés locales, donc les paroisses, l'aumônerie et les émissions concédées. Donc nous étions en 2020 à 276 millions par rapport à 165 millions en 1990, ce qui en montant absolu est beaucoup plus, ce qui en montant relatif, compte tenu de l'inflation et du pouvoir d'achat, est nettement moins. Et que voit-on? C'est qu'on est passé d'une part à 95% allant au culte catholique, à une part catholique qui s'est ramenée à 75%, une part laïque qui atteint 15%, l'islam 5%, et les autres, dont les anglicans, les protestants, les orthodoxes, 5% également. Alors derrière ça, il y a toute une série de raisons, il y a des facteurs sociodémographiques, les problèmes qu'a l'Église catholique à trouver des ministres du culte, plus quelques-uns. Oui, vous dire sur le graphique interconvictionnel. J'arrive. Donc, il peut y avoir, ceci peut refléter des évolutions, on pourrait dire sociodémographiques, comme du côté catholique, il y a beaucoup de mal à trouver des ministres du culte, oserais-je dire, un casier judiciaire vierge. C'est l'émission de ce soir sur la RTB, c'est Sacha Leroux qui m'a demandé de passer. Mais donc, et surtout un cadre vieillissant. La laïcité, c'est éminemment une décision politique. Et du côté de l'islam, on a deux facteurs qui œuvrent en sens contraire. D'une part, la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les phénomènes de reconnaissance, mais aussi une série de résistances au sein même du culte islamique, soit en ne voulant pas être reconnu, ce qui était le cas de la Grande Mosquée de Bruxelles pendant des années, soit d'autres qui rechignent à avoir des imams, entre guillemets, belges. Alors, l'interconvictionnel, 0,1%, c'est parce que le vivre ensemble est un petit peu le buzzword en matière des politiques convictionnelles. Je me souviens en 2010 d'avoir participé, puisque j'ai présenté une contribution, à un colloque réflexif sur quel pouvait être l'avenir du financement des cultes en région de Bruxelles-Capitale, et c'était Charles Piquet qui intervenait. Et à un moment donné, le mot vivre ensemble revenait tellement souvent que j'avais commencé à les cocher. Comme quand un prof a un type de langage et que voilà. Donc d'habitude, quand on faisait un cours en prof, c'est parce que c'est pas toujours intéressant. Pour Charles Piquet, c'était très intéressant, mais c'était très illustratif. Et donc, ce vivre ensemble, cette cohésion sociale, et vivre ensemble, renvoyant la cohésion sociale, donc la cohésion sociale du Conseil de l'Europe, qui a une forte dimension d'interpersonnalité, quand on voit tous ces textes, eh bien, dans le financement, ça fait 0,1%. Ce sont des dépenses facultatives, toutes les autres sont des dépenses obligatoires, donc dépenses facultatives, ça peut être arrêté du jour au lendemain, et ça dépend du bon vouloir du politique.
Et ça, c'est ce qu'on peut identifier en cherchant bien, oserais-je dire un travail de bénédictin, en cherchant bien dans les budgets. Donc il y a quelques crédits qui sont ailleurs. Je pense qu'il était assez illustratif d'entendre tout à l'heure l'Échevine dire qu'elle nous appuyait dans le cadre des politiques culturelles. Je ne pense pas qu'elle soit Échevine des cultes. Et donc on est là dans un cadre un petit peu particulier. Alors, les développements, et donc c'est là qu'on pourrait parler d'initiatives, on pourrait parler d'interstices. Au niveau fédéral, au niveau du gouvernement, on a un dialogue des élites. Ils ont préféré ça au dialogue des zélotes. Et donc c'est notamment le Belgian Council of Religious Leaders, mais qui se réunit occasionnellement, sans appui du gouvernement. Je l'ai descendu. Hein. C'est moi qui ai descendu ce... Ben oui, ben voilà. Donc, il y a des beaux projets et souvent ça reste un stade plutôt déclaratif, sans beaucoup d'effets qui suivent. Et il y a eu des projets pilotes dans le cadre des assises de l'interculturalité. J'en avais initié plusieurs initiatives pilotes. Et y a-t-il un pilote dans l'avion? Ben, finalement, on se le demande, puisque quasiment aucune n'a été concrétisée, sauf quelques projets que j'avais lancés au niveau de la formation des imams. L'élément le plus intéressant, c'est du côté des aumôneries. Alors, les aumôneries, c'est intéressant parce que dans la plupart des pays, mais moins en Belgique, c'est souvent là que les ouvertures se font les plus vite, et en particulier dans les moments de crise. Pour prendre un dossier qui nous a réunis, Jacques et moi, récemment, l'aumônerie militaire britannique a accueilli les catholiques et les courants dissidents au moment de la guerre de 14. Même chose en France, où ça s'est ouvert à l'époque, même chose en Belgique. Mais du côté pénitentiaire, ça restait très segmenté. On a un arrêté royal de 2019 qui officialise une concertation entre les aumôniers, les conseillers moraux islamiques et la direction de l'établissement pénitentiaire, y compris dans la possibilité d'organiser des activités. Ça reste assez balbutiant des échos que j'ai, mais en tout cas, là, il y a un cadre qui est posé et qui pourrait être davantage exploité. Autre piste tout à fait intéressante, c'est, toujours du côté de l'armée, le service d'assistance religieuse et morale, où là, les différentes composantes ont élaboré une charte pour collaborer entre elles, ce qui fait qu'un catholique peut intervenir au profit de militaires humanistes, une conseillère humaniste peut intervenir au profit d'autres, etc. Donc il y a là différentes possibilités, et le projet va de l'avant. On aura une communication au congrès de l'Association belge de sciences politiques le 1er février à Liège, je vous y invite. Il y a eu alors des développements de différents côtés. Je vais juste dire un petit mot sur le côté flamand, où là, ça semble structuré, avec une plateforme interconvictionnelle rencontrant le gouvernement à intermédiaire régulier, l'agence pour les pouvoirs locaux qui a un volet cohésion sociale qui inclut le thème du dialogue interconvictionnel avec une charte, etc., et des bonnes pratiques au niveau de la VVSG, donc l'association des pouvoirs locaux, pour mettre en place, mais aussi trouver des financements pour des projets convictionnels. Ce financement vient-il des budgets cultes? Non, il vient de la cohésion sociale. Alors, du côté de Bruxelles-Capitale, il y a eu la volonté de lancer toute une série de choses, des initiatives ponctuelles comme le Parliament of World Religion, crédit voté non utilisé, projet non concrétisé, Bruxelles-Espérance, crédit octroyé, projet non concrétisé, budget remboursé, et différentes autres initiatives, tant au niveau régional qu'au niveau local, mais souvent portées par un mandataire, ministre, secrétaire d'État ou échevin, et donc le ministre ou l'échevine ou l'échevin passe, et puis le projet continue plus ou moins dans le giron communal ou de manière tout à fait autonome. C'est donc très très diversifié, mais il n'y a aucune pérennité. Je parlais de dépenses facultatives, voilà. Du côté de la région Wallonne et des communautés, disons-le, il n'y a pas grand-chose, et puis voilà. Alors, à partir de là, quelles seraient les pistes à explorer? Donc, il y a toute une série de difficultés, l'individualisation du croire, les affirmations identitaires, etc., etc., mais est-ce qu'on ne pourrait pas capitaliser sur ces quelques expériences avec le problème que pour certains pouvoirs locaux, si c'est religieux, je ne veux pas en entendre parler. C'est un problème qui existe surtout dans la partie francophone du pays, avouons-le. Alors,
on pourra voir, comme d'autres pays l'ont fait, notamment l'Espagne, aussi le Royaume-Uni, dans d'autres concepts, une enveloppe pour des projets interconvictionnels. Mais nous sommes en Belgique, donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et dès lors, à quel niveau de pouvoir confierait-on ces initiatives? Le fédéral, la région, les communautés, la COCOF, la COCON, la COCOM. Moi, je proposerais la communauté germanophone, mais alors aussi sur quelles compétences, les cultes, la cohésion sociale. On fera un accord de coopération, on aurait des réunions du Codeco, comme au bon vieux temps du Covid, ça pourrait être fun. Mais donc, si on fait de l'interconvictionnel, après tout, pourquoi pas de l'interfédéral? On l'a bien fait pour la dette du logement social, pourquoi ne pas le faire pour ces dimensions-ci? Alors, si on parle d'une politique publique, que ce soit l'actuelle, que ce soit celle qui pourrait être mise en cause, si on veut justement éviter la polarisation, éviter les discriminations, eh bien, l'évaluation était d'ailleurs un des principes évoqués dans les travaux du Congrès des pouvoirs locaux, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce que fait l'Agence des Nations Unies pour le développement dans une série de projets, et donc avoir à intervalles réguliers des enquêtes qui pourraient porter sur la perception que l'on a d'autres communautés religieuses ou philosophiques présentes dans notre pays. Ça permettrait de voir si les politiques sont efficaces. Parce que, avouons-le, si on regarde le financement du culte islamique en Belgique, qui a, contrairement à ce que l'on pense, bénéficié d'une série de discriminations positives, et si on considère que c'est censé avoir évité la polarisation, je ne suis pas sûr qu'on puisse conclure que les politiques furent vraiment efficaces. Et je termine avec mon dernier slide, et merci de m'avoir permis de légèrement dépasser. On a un dispositif qui est donc plus orienté vers le vivre côte à côte que vers le véritablement vivre ensemble. Ce n'est guère surprenant en Belgique. Nous sommes une démocratie consociative, donc le vivre côte à côte, c'est bon vieux pilier de la société belge, dont certains annoncent la mort. Eh bien non, ils sont toujours là. Et donc, ce que l'on voit aussi, c'est que le système favorise le dialogue intra-convictionnel. Le CACP, amenant les pubs et le synode fédéral à travailler ensemble, au moins sur un point de vue administratif, en est l'illustration, et nettement moins l'interconvictionnel. La politique des cultes, dès lors, est-elle l'instrument d'une nouvelle politique en construction, mais de cohésion sociale? Alors, si on est dans une politique des cultes, on doit traiter tout le monde sur le même pied. Si on est dans une politique de cohésion sociale, et là je fais du Richthofen, on peut, à ce moment-là, amener de la discrimination positive. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? C'est tout à fait ça. Ceci dit, si cette politique des cultes devient un sous-instrument de la politique de cohésion sociale, on peut conclure, ça peut apparaître assez paradoxal, mais je trouve que c'est assez amusant, et je terminerai par là, est-ce que finalement, on n'assiste pas à une sortie du religieux de la politique des cultes, sachant que la fin du financement, comme certains le proposent, ou le réduisent fortement, c'est en région de cette capitale et la région wallonne, finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Tocqueville, Smith, Napoléon, au travers de Portalis, en finançant les cultes pour qu'ils soient plus sympas, pour les anesthésier un petit peu, finalement, est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Merci pour votre attention.